Donc vous allez dans un navigateur web, on va faire une recherche sur des images qui sont déjà, qui montrent des objets ou des sujets vivants qui sont déjà sur un fond blanc. Et on va voir comment on peut rapidement les extraire. Alors, voyons ça un peu. Je vais taper par exemple vase, pas vasectomie. Il y a Google qui me propose vasectomie. Allez, allez. Pas si tôt le matin. Voilà. Et puis, je vais aller voir ce qu'il me propose comme image de vase. Outil de recherche. Une grande taille éventuellement. Voilà. Donc, il y a des images qui sont déjà sur fond blanc, sans problème. D'autres sur un fond studio qui sera facile, de détourer rapidement. Donc il y a différentes choses qui peuvent être vues ici. Je suis en train de regarder. Ah ben voilà, celui-là, il est bien celui-là. Ah celui-là, je l'aime bien. Oui, très bien celui-là. Mais on va d'abord commencer par un plus facile. Donc je voudrais voir différents cas de figure au niveau des détourages de vases. Voilà, celui-là est pas mal. Alors, vous avez donc tapé vase public domaine dans le navigateur Firefox. Vous avez demandé d'afficher les images. Outils de recherche, grandes images. Et je vais commencer par ce vase ici que vous devriez également trouver dans vos recherches. C'est du Wikipédia, c'est Wikimedia Commons. C'est du Wikipédia, donc Wikimedia, c'est la partie image de Wikipédia. Donc je suis certain que c'est du domaine public, celui-là, j'ai même pas besoin d'aller vérifier plus en avant. Et ça, c'est excellent. Ça veut dire que je peux créer des publications, des montages avec des images sans même faire appel à un photographe. Photographe, c'est pas un métier recommandé ces dernières années. Avec le développement des banques d'images et le grand public qui a accès à du matériel hyper performant, et tout le monde s'improvise photographe. Donc photographe, c'est pas génial comme métier ces dernières années, d'autant plus que ce n'est pas un métier protégé. C'est-à-dire que n'importe qui peut se déclarer photographe. Pour ouvrir un magasin de photographie, il faut avoir un diplôme de photographe. Mais pour se déclarer photographe de mariage ou des choses comme ça, aucun diplôme n'est nécessaire. Bien, donc je vais faire un clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet et demander d'afficher l'image en grand. Voilà, elle est même plus grande que ça puisque Google me propose la loupe pour zoomer pour aller voir le détail. Et je vais enregistrer l'image sur le disque dur dans un dossier qui va avoir la date d'aujourd'hui. Soyons propres et cloisonnons les choses, donc lundi 14 octobre 2013. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Quand vous êtes dans les boîtes d'enregistrement ou n'importe où dans l'ordinateur, c'est quand même plus facile d'être en affichage par liste plutôt qu'en affichage par icône. Donc ici sur le Mac, je choisis l'affichage par liste. C'est ce qu'il y a de mieux. L'affichage par colonne, l'affichage par icône, on va oublier ça. Et ça, c'est encore autre chose. Donc vraiment, l'affichage par liste, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et en plus, quand je veux retrouver dans une liste les derniers documents sur lesquels j'ai travaillé, il suffit que j'utilise la colonne date de modification et je les classe par date de modification, comme ça le dernier document que j'ai créé se situe soit tout au-dessus de la liste, soit tout en dessous. Donc voilà, c'est l'occasion de rappeler ça à tout le monde parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Évitez les affichages par icône, laissez ça à grand-mère pour le travail le dimanche.
Bon, ce que je vous disais justement, si je clique sur date de modification, là, dans Photoshop, quand je suis en train d'ouvrir le document, je suis en affichage par liste et le dernier document créé, le dernier dossier se situe là au-dessus. Il pourrait se situer en dessous si je cliquais plusieurs fois, bien entendu. Ça dépend si je fais dans quel ordre je veux mettre les dates. Les plus récentes au-dessus ou en dessous. Donc dans ce cas-ci, je vais faire les plus récentes au-dessus. Ok, donc c'est bien le vase grec.jpg. J'ai même pas vérifié qu'il ne montre pas des choses scabreuses, mais non, apparemment, il savait faire des choses normales aussi, à l'époque. Donc tout va bien. Donc je vais enregistrer ça au format Photoshop. Donc le JPEG, je vous rappelle, est un format de sortie normalement, un format qu'on utilise quand le travail est terminé. Et ici, exceptionnellement, on utilise le JPEG comme format d'entrée dans le travail, dans la création, mais c'est pas bon ça. Il vaut mieux utiliser des formats qui viennent directement de l'appareil photo, comme le format RAW, R-A-W, c'est l'idéal. C'est extrêmement riche au niveau de nuances. Tout ce que le capteur de l'appareil photo peut capturer, le RAW peut le contenir, et donc on démarre les photomontages d'images RAW. Et on peut même faire des photomontages en RAW. Mais c'est très lourd, ça demande des machines puissantes. Parce que le RAW est lourd, il contient tout ce que le capteur de l'appareil photo peut contenir. Donc voilà, tout ça pour préciser ici à nouveau que le JPEG, c'est pas une bonne chose démarrer des photomontages avec du JPEG normalement, mais enfin bon, dans ce cas-ci, c'est ça, soit prendre l'image JPEG qui vient du web, soit aller dans une banque d'images payée, soit payer un photographe pour aller dans un musée faire la photo, et encore aura-t-il l'autorisation. Alors, je vais enfoncer la touche F. Donc, on va voir plusieurs petites choses avec les vases. Sélection rapide. Donc, ici, avec le fond qu'on a ici, l'outil de sélection rapide va évidemment me servir. Je vais pouvoir, avec l'outil de sélection rapide ici, sélectionner le fond blanc. Je vous rappelle, raccourci clavier CTRL-ALT, clic gauche de la souris Mac ou clic droit de la souris PC, CTRL-ALT, et bouger de gauche à droite avec le clic gauche de la souris Mac ou clic droit de la souris PC, c'est le diamètre de l'outil. Et je vais rapidement faire une sélection sur le fond. Et alors c'est comme ça qu'il faut procéder quand vous faites des photomontages. Quand vous faites des photomontages, vous ne pouvez pas vraiment prévoir au début si l'image sera finalement retenue dans le photomontage. Donc on ne va pas passer beaucoup de temps à faire par exemple ici une sélection au tracé, parce que c'est les tracés qui conviendraient le mieux pour faire une sélection ici sur un objet net comme ça, mais on ne va pas passer beaucoup de temps pour faire une sélection tracée sans savoir si au final le vase sera réellement utilisé dans le montage. Donc c'est comme ça qu'on procède, on fait des sélections rapides, parfois elles ont des erreurs assez importantes, elles posent des problèmes, mais au moins on ne perd pas son temps pour quelque chose qui ne sera pas finalement retenu dans le montage. Et pour me donner la possibilité de retravailler la sélection, je vais faire en sorte que toute l'image du vase soit mise dans le photomontage final, c'est-à-dire que je ne vais pas supprimer le fond, je vais simplement le masquer. Et donc je vous rappelle comment on fait. Il faut double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0, dont je vais donc pouvoir modifier la transparence, c'est ça la différence. La transparence est désormais modifiable, mais je la laisse à 100% ici, l'opacité. Et je vais ajouter un masque de fusion sur base de la sélection actuellement active sur l'image. Je pourrais faire sélection intervertir et faire apparaître un masque de fusion qui fait apparaître la sélection. Donc je pourrais faire sélection intervertir et ajouter un masque de fusion qui fait apparaître la sélection, mais je peux aussi, dans ce cas-ci, menu calque, masque de fusion, masquer la sélection. Donc on sait que ce qui est sélectionné, c'est le fond, et c'est ce qui doit ne pas apparaître. Donc menu calque, masque de fusion, masquer la sélection, ça fonctionne aussi sans problème. Voilà. Et je vais maintenant aller chercher une image qui va pouvoir contenir ce vase. Donc dans Google, je vais faire une recherche. Alors, dans quoi est-ce qu'on pourrait mettre ce vase? Je voudrais le poser quelque part. Voyons un peu ça.
Je fais une recherche là, pour voir si je trouve quelque chose d'intéressant ici, au niveau des images. Alors évidemment, pour arriver à mettre ce vase dans une image, il va falloir que les perspectives correspondent. C'est-à-dire que ici, je vois par exemple l'image de cette table de billard. Elle est vue en vue plongeante. Tandis que mon vase n'est pas en vue plongeante, un tout petit peu, mais pas autant que la table de billard. Donc je sais déjà en voyant ça que je risque d'avoir des problèmes. Et pour rectifier la vue que j'ai sur le vase, actuellement c'est pas possible. Ou alors il faut utiliser un logiciel 3D et projeter l'image sur un objet 3D. Et à ce moment-là, je pourrais modifier l'angle que j'ai sur le vase. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc les projections de texture, on utilisera le vase comme texture dans un logiciel 3D, le projeter sur un objet qui a la forme de ce vase, et là je pourrais le tourner pour que la perspective sur le vase corresponde à la perspective ici assez plongeante sur la table de billard, mais actuellement ce n'est pas possible. Il faut savoir que les appareils photo qui vont arriver aux alentours de 2020 seront capables de photographier les objets en volume. C'est-à-dire que c'est des technologies qui existent déjà depuis plusieurs années chez Microsoft et qui sont d'ailleurs en démonstration sur le web, vous trouverez ça. Je vais aux alentours de 2020, avec les prochains appareils photo, pouvoir tourner autour d'un objet et le photographier en 3D. En fait, une fois qu'il sera dans Photoshop, je pourrai à nouveau le tourner dans tous les sens et le positionner comme je veux. Il faut savoir que la 3D dans Photoshop actuellement est extrêmement mauvaise par rapport à ce qui existe chez d'autres marques que Adobe. Mais un petit blog d'un ingénieur chez Adobe a donné une explication qui est celle-ci. Ils ont mis la 3D dans Photoshop pour justement préparer petit à petit à l'apparition des appareils photo qui captureront en 3D. Donc on ne parle pas de photos en relief ici, on parle vraiment de photos d'objets en volume. Ça, c'est pendant une dizaine d'années, pour le grand public. Alors, donc, j'étais en train de chercher éventuellement une table qui a une perspective qui correspond à peu près à celle du vase. On peut malgré tout corriger un peu la perspective de la table si elle est super simple, comme celle-ci, on pourra l'écraser un peu éventuellement. On va essayer. Alors, est-ce que vous avez donc tapé tabletop et public domain entre guillemets? Vous êtes toujours dans les images. Ici, je n'ai pas demandé les images de grande taille. Et je vois celle-ci. Je vais essayer de mettre mon vase sur cette espèce de... C'est pas une table, c'est un calendrier solaire, là. Comment est-ce qu'on dit? Un brol solaire. Je ne sais plus. Pour donner l'heure, là, ça s'appelle comment? C'est pas ça? Si, hein? Bon. Un cadran solaire, voilà le nom. Bien. On peut essayer sur celui-là, éventuellement. Ça peut être bien. Voilà. Et alors, mon but ici, c'est de déjà tester, s'entraîner à nouveau pour transférer le vase vers la table. Mais bon, ça doit être facile. Mais surtout, je vais essayer de recréer une ombre. Parce que ça, c'est important. Recréer les ombres. Donc, j'ouvre l'image du cadran solaire. Je vais tout de suite l'enregistrer en PSD, comme ça, ce sera réglé le problème de la dégradation JPEG. Ah oui, alors, petit message que vous n'avez sans doute pas chez vous, ça dépend comment les couleurs sont réglées dans Photoshop. Bon, pour ce qui est de la gestion des couleurs, je vous fournis des vidéos qui expliquent ça. Ce sont des techniques intéressantes à connaître, ça peut être un plus... Parce que si vous vous trouvez en face de messages comme celui-ci et que vous faites n'importe quoi comme choix, vous risquez d'avoir des décalages couleurs. Mais bon, ici, je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Ça prend 2-3 jours pour expliquer en détail ça.
Oui, 2-3 jours pour vraiment arriver à intégrer ça. Mais une fois que vous avez passé le cap, vous maîtrisez ce qu'on appelle la gestion des couleurs, le color management, et c'est vraiment un plus dans le monde du graphisme. Ok, donc ici je vais passer en mode multi-fenêtre avec la touche F. J'ai donc mes deux images dans la même fenêtre. Je peux détacher l'onglet comme on a fait d'habitude en prenant l'onglet, mais sachez que si vous avez plein d'images ouvertes dans la même fenêtre, vous pouvez les détacher toutes d'un coup aussi. Menu fenêtre, réorganiser, et on a l'option ici, tout affiché dans des fenêtres flottantes. Bon, dans le cas de deux images comme ici, ça n'a pas grand intérêt, mais si vous en avez ouvertes, et si vous en avez ouvert 30, 50, ça pourra être intéressant de les faire flotter dans des fenêtres chacune. Menu fenêtre réorganiser, tout affiché dans des fenêtres flottantes. Et puis après, vous allez demander de les disposer en mosaïque pour qu'elles soient côte à côte. Voilà, donc ça va les mettre côte à côte. Si on a 50, on verra les 50 côte à côte. Ça suppose qu'on a un écran précis pour les voir toutes précisément, évidemment. Si votre écran est minuscule, elles vont être taille timbre poste. Donc voilà, on vient de voir deux choses rapidement pour le cas où vous aurez plein d'images ouvertes. Mais dans ce cas-ci, j'aurais pu faire comme d'habitude, prendre l'onglet et le détacher. Et alors, je vais déplacer le vase avec l'outil de déplacement de pixels, ou alors je prends directement le calque, je déplace le vase entièrement vers l'image réceptrice. Encore un message, c'est parce que j'ai réglé d'une certaine manière mon Photoshop, mais vous n'aurez sans doute pas ce réglage-là. Voilà. Et je vais continuer à travailler sur l'image de la table ici, touche F. Donc l'entièreté de mon vase est arrivée sur un calque. Donc si la sélection originale est foireuse, c'est pas grave, à un certain moment je vais la remplacer. Je vais la retravailler, soit par un masque vectoriel, soit par un masque de fusion, ça dépend des cas. Et ici, je vais positionner le vase donc sur la table. Ok. Donc visiblement, on a un problème, plusieurs problèmes d'ailleurs. Donc, premier problème, il n'y a pas assez de place pour montrer le vase au centre de la table, donc je vais agrandir l'image par le haut en fait. Donc menu image, taille de la zone de travail, c'est une des manières de faire, et je vais indiquer que l'image actuelle va se situer en bas dans la nouvelle zone de travail, et comme hauteur, je vais indiquer à peu près, on peut faire 120, oui. Et la couleur qui va s'ajouter sera celle d'arrière-plan, qui actuellement est du blanc. Est-ce que je peux demander autre chose? Je pourrais demander du noir pour que ça corresponde à ce qu'il y a déjà dans l'image, sous la table. D'accord? Ou alors autre, est-ce qu'avec autre, il me laisse aller puiser? Oui. Donc ça c'est bien. Autre, ça me met le sélecteur de couleurs, et avec la pipette, je peux aller puiser une couleur, celle de fond, ici. Parce qu'il n'est pas sûr que c'était du vrai noir. Bon, maintenant que je le fais, je vois que, en effet, c'est du noir pur. Mais c'était pas si sûr que ça. Ok, ok. Et voilà, donc j'ai ajouté de la zone, et je vais enregistrer le montage. En format PSD. Les fonds, c'est quelque chose qui est vraiment piégeux. Vous avez une image qui arrive, vous avez l'impression que le fond est noir, vous ajoutez de la zone noire, tout paraît bien à l'écran, et puis quand on imprime, on voit la différence. Donc il faut vraiment faire attention au fond. Même chose quand c'est du blanc. Vous voyez une image qui arrive, on a l'impression que le fond est blanc, mais en fait c'est pas tout à fait blanc. Vous ajoutez de la zone blanche, ça se voit à l'impression. Et sur l'écran, il est possible que ça ne se voit pas. Donc ici, c'est foireux au niveau de la correspondance des perspectives, on est d'accord.
il faudrait que le vase soit vu plus du haut, que je vois plus le trou ici du vase, pour que ça fasse bien sur le cadran. La correspondance des perspectives n'est pas bonne. Donc, comme il n'est pas possible de tourner le vase, c'est le cadran que je vais devoir tourner dans ce cas-ci. Alors, comment le tourner? En fait, je ne vais pas le tourner, je vais l'écraser et je vais voir ce que ça donne. Alors, voyons ça. C'est toute l'image d'arrière-plan, tout le calque d'arrière-plan que je vais transformer en fait. Donc, vous activez le travail sur le calque d'arrière-plan. Peut-être que ce serait bien déjà maintenant d'avoir du noir dans la case d'arrière-plan, comme ça, si je diminue la zone de l'image d'arrière-plan, ça va forcément faire un trou, mais on va s'arranger pour que ce soit directement du noir. Donc je clique ici, puis sur la double flèche. D'accord? Donc c'est du noir dans la case d'arrière-plan, donc normalement, ça devrait ajouter du noir. Et je vais faire édition, transformation manuelle. Donc pour arriver à faire ça, parce que c'est actuellement grisé, je vais dans le menu sélection et demander de tout sélectionner. Donc je vous rappelle que je suis en train de travailler sur le calque d'arrière-plan. Édition, transformation manuelle. Je prends la poignée du haut, je n'enfonce pas la touche majuscule puisque le but ici est justement de casser les proportions. Voilà. Et puis je vais déplacer le contenu de ce qui est sélectionné là, ici par le centre. Peut-être là avec la touche majuscule pendant que je déplace pour que ça reste bien. Que le déplacement soit bien vertical. Voilà, donc vous êtes censé ici trouver l'angle sur la table qui donne l'impression que le vase est réellement posé sur la table. Alors, il y a quelque chose que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait, et je vais le faire maintenant. Donc, d'abord, je vais annuler la transformation que je viens de faire là. Touche Escape. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que si plusieurs fois de suite je fais des transformations, à chaque fois ça dégrade la qualité. À chaque fois que je refais une transformation, je redémarre d'un objet déjà transformé. C'est pas bon ça. Donc il y a une solution. C'est que je travaille sur un objet dynamique. Donc si je fais clic droit sur le calque ici, convertir en objet dynamique, donc faites un clic droit à droite du nom, pas sur l'icône, sinon ça ne marche pas. C'est à droite du nom, clic droit, convertir en objet dynamique. J'ai un calque conteneur. Ça veut dire que je vais pouvoir faire autant de transformations que je veux. Ça ne va pas dégrader l'image. Ça, c'est intéressant. Les objets dynamiques, c'est intéressant à plus d'un titre, on a vu, parce que ça permet de mettre des filtres dynamiques, des effets spéciaux comme la marionnette. Et ça, de contenir des photomontages complexes. Un objet dynamique peut contenir lui-même un photomontage complexe. C'est comme ça que je vais faire des photomontages très complexes d'ailleurs, pas en utilisant des objets dynamiques qui eux-mêmes sont des montages complexes. Enfin voilà, il y a plein d'intérêts à l'objet dynamique, c'est vraiment une révolution dans Photoshop. Alors ici, je vais dans édition, transformation, mais petit problème. Oui, il faut désélectionner. Il faut désélectionner parce qu'en fait, sur un objet dynamique, on ne peut pas modifier les pixels, une partie des pixels seulement. Sans entrer dans l'objet dynamique, je veux dire. En restant en dehors de l'objet dynamique, sans double-cliquer sur lui, on ne peut pas modifier une partie de ses pixels. C'est la raison pour laquelle, quand vous essayez d'utiliser un outil modificateur de pixels comme les pinceaux, par exemple, sur un objet dynamique, Photoshop vous propose de le pixeliser. Chose que vous ne devez jamais faire, sauf si vous avez une très bonne raison de le faire. Mais bon, si je voulais mettre du pinceau sur cette table, il suffirait que je travaille sur un calque vide. Ça, vous ne le faites pas, mais je vous montre que, évidemment, c'est pas parce que Photoshop me dit que je dois pixeliser et l'objet dynamique quand j'essaie d'utiliser le pinceau sur lui, et que je sais que je ne peux pas le faire, c'est pas pour ça qu'il faut que j'abandonne l'idée de mettre du pinceau. Il suffit que je fasse un calque vide et je travaille sur le calque vide du dessus. Voilà, pas de problème. Mais là, je vais le jeter. Donc, pas de sélection active dans ce cas-là. Menu édition, transformation manuelle. Voyons un peu s'il arrive à faire ça. Oui, parfait. Donc, même chose que tout à l'heure, sauf que je pourrais revenir des centaines de fois, même sur
l'objet transformé plusieurs fois de suite, il n'y aura pas de problème de dégradation. Ok, je peux peut-être recentrer. Ben non, c'est le vase que je recentrerai après. Pas de problème. Donc je valide avec la touche entrée. Voilà, je vais enregistrer l'image ici. Bien. Et alors, nous allons faire une ombre, parce que pour l'instant, ça sent le photomontage. On sent que c'est pas réaliste, il y a quelque chose qui cloche. Alors l'ombre, je vais la faire sur un calque qui va se situer entre l'objet support et le vase. Donc je crée un calque vide, et sur ce calque vide, je vais dessiner. Alors, vous avez une fonction ombre portée dans les effets spéciaux de Photoshop. C'est le genre de choses qu'on peut utiliser sur du texte ou des logos, mais pas sur des objets. Ici, on parle d'objets en 3 dimensions, on est d'accord, quelque part. Hein. On pourrait, dans la réalité, tourner autour. Donc, les ombres, elles doivent être pensées en perspective aussi. Donc, l'effet spécial ombre portée de Photoshop peut être intéressant quand on fait des affiches avec du texte, des flyers, du texte, des choses comme ça, mais pas dès qu'on a de la profondeur dans les images. C'est pour les choses plates. Donc, sur le calque vide, on va dessiner en noir. Donc, on s'arrange pour avoir du noir dans la case de premier plan. Et j'active le pinceau. Voilà. Et alors, je vais faire apparaître la palette des formes. La palette des formes, on la fait apparaître par le menu Fenêtre, Forme, ou alors en cliquant sur l'icône ici du dossier. C'est la palette des formes. Parce que j'ai besoin de fonctionnalités qui n'existent pas à cet endroit-ci. Ceci, c'est juste un petit raccourci rapide, mais ce que je recherche est dans la palette des formes, la palette complète de Photoshop. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est la rubrique ici, forme de la pointe. Et en fait, pour dessiner des ombres réalistes dans les montages, vous avez intérêt à utiliser des formes que vous avez écrasées comme ceci. Voilà. Il faut prendre la poignée et écraser. Si vous avez touché ici et bougé, remettez 0 ici en angle, touche tabulation pour valider. Voilà. Il faut que l'angle reste à 0 degré, mais par contre, la forme doit être écrasée. Donc, ça conviendra pour tous les travaux. D'ailleurs, tout à l'heure, on va le faire sous la voiture qu'on avait mise dans le décor les jours précédents. Bien. Donc là, quand je dessine, voilà ce que ça donne. Alors, je vois parfois des stagiaires qui font ceci. Bon, c'est pas vraiment ça. Hein. Il vaut mieux donc agrandir et rendre flou. Vous agrandissez la forme, vous la rendez floue. Et avec ça, vous allez pouvoir dessiner une ombre. Ok, donc je teste ça, voilà. Ce genre-là. J'annule si c'est pas bon. Enfin, c'est vous qui testez. C'est du cas par cas. Voilà. D'accord? Donc je vais essayer de faire une ombre pas trop loin du vase. Voilà. Alors, c'est fort noir, mais vous avez la possibilité, une fois que c'est fait, de diminuer l'opacité du calque, de ce calque, pour que le noir de l'ombre se mélange avec ce qui se trouve derrière. Donc ce genre d'astuce est intéressante quand on fait des catalogues notamment. Ça va vous permettre de faire des photos en studio sans vous soucier du décor, puisqu'il n'y aura que l'objet qui sera visible dans le catalogue. C'est déjà génial. On gagne énormément de temps si on ne se soucie pas du décor. Mettre l'objet en situation, ça prend du temps. Mais si on photographie en studio et qu'on sait que le décor n'apparaîtra pas, il peut ressembler à n'importe quoi, c'est pas grave.
déjà, c'est bien ça, de pouvoir photographier rapidement les objets en studio. Et puis, dans le catalogue, on peut mettre des ombres sous les objets pour qu'ils aient l'air d'être posés sur un fond blanc, sur le fond blanc du papier par exemple. Donc ce qu'on vient de faire ici fonctionnerait également pour un fond blanc. Alors une fois que vous avez fait ça, vous avez modifié l'opacité, j'ai mis à 80% moi ici, 81%, mais c'est vous qui voyez, ça dépend vraiment des cas. Ensuite, vous avez l'outil de déplacement des pixels qui vous permet de déplacer l'ombre pour la repositionner, de manière à ce que ça ait l'air peut-être un peu plus réaliste. Donc faites attention, parce que là, on a par exemple l'impression qu'il est en train de flotter, le vase. C'est comme s'il y avait des pièces de monnaie entre le vase et la table. On est d'accord, hein? Donc pas bon ça. Il faut trouver le côté subtil, vraiment, pour donner l'impression qu'il est posé sur le sol. Bien. Si l'ombre devait être plus floue ou plus nette, je pourrais mettre un filtre de netteté ou de flou sur elle, mais j'ai intérêt à la convertir en objet dynamique pour que ce soit dynamique. Enfin, pas nécessairement, je ne suis pas obligé de le faire. Je peux aller directement dans filtre, renforcement, accentuation, et filtre, renforcement, accentuation va me permettre donc de faire une ombre plus nette. Vous réglez la netteté de l'ombre. S'il fallait une ombre plus floue, j'irais dans filtre flou, flou gaussien. D'accord, donc là c'est vraiment vous qui voyez ce que vous voulez faire avec votre ombre. Bon, mais dans ce cas-ci je ne vais rien faire, donc je n'applique pas de filtre. Ok. Alors c'est pas génial ce que j'ai fait là, parce que ça donne l'impression que le socle du vase n'est pas bien plat. Mais ça apporte quand même quelque chose. Si j'enlève l'ombre, on voit qu'il y a vraiment un problème. Même si elle est à peine visible, elle apporte du réalisme au montage. Voilà. Et normalement, il faut faire une ombre, une pénombre. Ouais, est-ce qu'on va faire la pénombre? On peut essayer. Soyons fous. D'abord là, j'enregistre. Alors clairement, dans Photoshop, si vous savez dessiner, c'est mieux. Parce que savoir dessiner est vraiment un atout dans Photoshop. Même si vous jouez seulement avec des photographies, le fait d'avoir des notions en ce qui concerne la lumière, les ombres, ça va vraiment vous aider dans Photoshop. Donc si vous avez des lacunes en dessin, inscrivez-vous à des cours le samedi éventuellement pour rattraper le coup. Franchement, ça améliorera vos créations Photoshop. Pas seulement pour faire des ombres, mais pour placer les éléments, pour sentir que quelque chose est réel ou pas. Vraiment s'approprier la réalité. Bien, donc ici on va tenter de faire une pénombre si vous voulez. Donc je vais faire ça sur un calque supplémentaire. Donc au-dessus du calque ici, je vais aller créer un calque vide sur lequel je vais dessiner la pénombre. Et la pénombre, je vais la dessiner toujours au pinceau en noir, mais peut-être plus grand et peut-être plus haut. Oui, voilà, là je me gourre évidemment, puisque la hauteur du pinceau, c'est pas là, c'est dans la palette des formes. Bien, un petit café s'impose. Voilà. Ok. Alors, voyons ce que ça donne comme ça. Ouais, ça peut être bien. D'où vient l'ombre, au fait, sur le cadran? D'où vient la lumière, je veux dire. Où est l'ombre et d'où vient la lumière? L'ombre est sur la gauche du cadran, ici. Et la lumière, il semblerait qu'elle vient de en haut à droite. Donc l'ombre sur le vase, j'ai intérêt à la faire de ce côté-ci plutôt que de ce côté-là. Alors, en ce qui concerne les reflets sur le vase, on a de la chance, on ne voit pas trop d'où vient la lumière, elle vient un peu de partout en fait. Bon, ok. Donc je vais essayer de faire quelque chose comme ceci. Voilà. Après, je peux repositionner.
et je modifie l'opacité. Donc je le fais à 100% d'opacité noire, parce que je sais que pour faire moins noir, ben, il suffira que je joue sur le curseur opacité, vous voyez. Donc je ne fais pas une ombre grise dès le départ, ou noire transparente. Avec le pinceau, je ne vais pas jouer sur l'opacité du pinceau. Non, je mets une ombre vraiment noire, et je vais modifier maintenant l'opacité. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Ok, ça c'est bien. Et après, il faut ajuster. Après, je peux faire une transformation manuelle sur l'ombre et aller l'écraser, la repositionner. D'accord, vous voyez? Ne la tournez pas. Hein. Ça, il faut éviter de faire ça. Hein. Tourner, c'est pas bon. Donc, c'est uniquement... Il faut que ça reste une ellipse horizontale, en fait, hein, pour que ça reste réaliste. À moins que vous ayez affaire à des objets, des plans inclinés. Hein, bien entendu. Mais dans la plupart des cas, pour poser un objet sur le sol, c'est un plan horizontal, le sol, donc l'ellipse reste horizontale. Voilà. Et puis je pourrais ajouter encore des ellipses supplémentaires, ou dupliquer celle-là, etc. Mais bon, vous avez compris à peu près le principe. Hein. Pour que ce soit super réaliste, ici, avec l'ombre que j'ai mise, il faudrait que j'assombrisse cette partie-là du vase, avec un calque de réglage qui n'agira que là-dessus. Mais ça, on peut faire. Déjà, est-ce que vous arrivez à faire à peu près ça? Vous sentez que le bas du vase, il est fort lumineux, c'est bizarre, alors qu'il est dans l'ombre, en fait, il est sous le vase, le bas du vase. Donc là, il y a quelque chose qui est zarbi. Je vais quand même déjà enregistrer ceci. Comme ça, vous gardez chaque étape. Je vous fournirai les fichiers à la fin de la formation. Alors, pour le bas du vase. Ici en bas, donc, de ce vase qui est trop lumineux, je vais au lasso avec un contour progressif de 0 au lasso libre. Je vais entourer la partie qui m'intéresse, la partie que je veux modifier. Voilà. On va faire comme ça. Je peux ajouter, si je veux, majuscule. Voilà. Et je vais ajouter un calque de réglage. Menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Avant de faire ça, bah non, allons-y. Menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe, ok. Et donc, pour qu'il arrive à modifier le vase, ce calque de réglage, dans la palette des calques, je vais le mettre au bon endroit. Je vais le mettre au-dessus du vase. Et si je modifie la courbe ici, ben ça modifie à la fois la table et le vase. Je peux faire en sorte qu'il n'y ait que le vase qui soit modifié. Il faut que j'enfonce la touche Alt et que je clique entre les deux vignettes. Voilà. Là, il n'y a que le vase qui est modifié. Et je peux aller régler, mettre un point, 2 points, ce sera mieux pour pouvoir régler le contraste en même temps. Et je vais assombrir donc le vase. Alors, peut-être qu'un autre calque de réglage aurait mieux convenu, peut-être luminosité, teinte de saturation, je veux dire, éventuellement. Bon, je vais tester, parce que le réglage des courbes, c'est peut-être pas l'idéal pour modifier ici la luminosité comme il faut. Ok, je vais le mettre de côté, celui-là. J'enlève l'œil en face.
Je vais régénérer une sélection au départ de ce que j'avais fait au lasso là-bas, mais qui est maintenant transformé en masque de fusion du calque de réglage. Donc touche contrôle du PC ou touche commande du Mac, je clique sur le masque de fusion et je vais aller voir ce qui se passe si je crée un calque de réglage, cette fois-ci de type teinte saturation par exemple. Voilà, voyons un peu ça, teinte saturation. Je peux directement dire qu'il est écrété par rapport au vase. Voilà, je vous rappelle que le calque de réglage précédent n'est pas affiché, il n'agit plus. Et je vais tester maintenant le calque de réglage teinte saturation. Voilà, donc il est probable que ce soit un tout petit peu plus, dans ce cas-ci, réaliste que le précédent. Ça a terni, hein, parce que quand c'est dans la pénombre, on perçoit moins bien les couleurs. Donc j'ai désaturé un peu et j'ai baissé la luminosité. La luminosité du réglage teinte saturation a tendance à ternir les choses. Donc on ne l'utilise pas souvent. Mais dans ce cas-ci, ça nous aide. Pour mettre quelque chose qui est dans la pénombre, comme ça peut être bien. Donc je mets l'avant-après ici, et vous voyez l'avant-après. C'est pas trop mal, on a ce qu'on veut. Je vais enregistrer l'image ici. D'accord. Et il me reste à modifier le masque de fusion. Avec un gros pinceau en noir, avec un pinceau flou, un pinceau à bord rond. J'ai plus besoin de l'ellipse. Voilà. Je dessine en noir avec un pinceau à bord flou dans le masque de fusion du vase. Et la partie qui me pose problème, c'est celle qui est là au-dessus. Le reste ne pose pas de problème. Le réglage n'agit de façon que là où le vase est visible. Donc c'est ici que ça pose problème. Voilà. Je fais une transition comme ça. Je viens d'amener dans le masque, touche Alt pour voir ce que je viens de faire. Je viens d'amener un gros pinceau flou du noir ici. Voilà. Touche Alt, voilà. Si je veux faire réapparaître, si je veux que ça agisse à nouveau, je dessine en blanc. Voilà, donc c'est vraiment du feeling, du cas par cas. Ok. Donc voilà l'avant-après. On est d'accord? J'enregistre. Je vous rappelle que j'enregistre plus que nécessaire parce que je suis ici en formation. Dans la réalité, je n'enregistrerai pas autant. Mais j'enregistrerai quand même régulièrement sous un nom différent pour pouvoir revenir en arrière, surtout chaque fois que je fais une modification majeure dans l'image. Ok, donc vous avez remarqué que nous avons de la zone qui s'est ajoutée, enfin la transparence qui apparaît au-dessus et en dessous. Comment faire pour régler le problème? Ben, soit je crée un calque vide au-dessus et je remplis par du noir les zones du dessus et du dessous, soit je double-clique sur l'objet dynamique pour entrer dedans, mais ça ne va rien. Non, ce n'est pas la bonne solution ici, parce que je ne peux rien faire là. Donc vous oubliez ça. Je ferme l'objet dynamique. J'ai fait CTRL W sur PC, commande W sur Mac, donc j'ai fait fichier fermé. Parce qu'en fait, pour ajouter de la zone ici, je vais créer un calque que je vais placer en dessous, c'est pas plus mal. Un calque que je vais remplir de noir. Édition, remplir avec noir. Ok. Voilà.
Oui, donc dans ton cas, tu as du blanc qui reste, donc dans ton cas, tu dois faire ceci. Tu dois mettre le calque au-dessus, faire au rectangle de sélection un premier rectangle comme ceci, puis avec la touche majuscule un second, et tu remplis par du noir. Et donc, voilà. Les deux solutions sont bonnes. Ce qui serait intéressant de faire ici, c'est sous les ombres, créer un calque vide et le remplir de blanc. Donc sous les ombres, et le vase forcément, créer un calque vide et le remplir de blanc. Édition remplir avec blanc. Voilà, comme ça vous voyez ce que ça donnera si dans un catalogue vous mettez ce vase. Donc si vous le mettez simplement détouré comme ça, c'est pas génial. Ça peut passer dans des catalogues, mais c'est pas sexy. Maintenant, s'il y a des ombres, c'est quand même mieux. D'accord? Peut-être que les ombres, il faut aller remodifier leur opacité maintenant que le fond a changé. Voilà, peut-être qu'une ombre, une ombre à 40%, en général, on dit que c'est bien. 40% ici, c'est une belle ombre. Donc là, j'ai une pénombre et une ombre, hein, on est d'accord. Hein. En général, dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. On a une ombre qui est plutôt sombre sous l'objet directement, puis on a une pénombre qui est une ombre parasitée par la lumière ambiante. Voilà. Et les ombres, pour les modeler, parce que vous avez peut-être besoin de les modeler, de changer leur aspect, on peut y aller au pinceau et à la gomme. Donc, pour modeler l'ombre, je vais prendre la gomme, travailler sur le calque de l'ombre, pas de la pénombre dans ce cas-ci, et je vais aller faire apparaître la palette des formes, prendre une forme à bord floue, aplatie, et une grande forme. Voilà. Et je vais pouvoir donc modeler l'ombre. Ok? Donc c'est vous qui voyez comment vous voulez avoir l'ombre. Puis au pinceau, je peux dessiner toujours avec une forme aplatie, dessiner en noir. Vu que le calque est à 42% d'opacité, mon noir va apparaître comme du gris à 42%. On est d'accord? Voilà. Ok? Donc c'est vous vraiment qui voyez comment vous modelez ça. On peut jouer aussi sur l'opacité de la gomme. Voilà. Ok. Ça, normalement, c'est le genre de choses qu'on fait quand l'objet reflète la lumière, quand il y a une partie très brillante sur l'objet. Ce n'est pas le cas ici, mais vous voyez que quand vous avez une partie de la pénombre qui a un coup de jour comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de brillant sur l'objet qui reflète. Bon, je ne vais pas le faire ici. Ok, donc modeler l'ombre. Alors faites attention à ceci, il ne faudrait pas que l'ombre soit coupée par le bord de l'image. Parce que peut-être que sur l'écran, vous n'allez rien voir comme problème, mais une fois que ce sera dans le catalogue, on aura une ombre qui sera coupée. Pensez qu'en offset, une fois que c'est imprimé, les détails, surtout dans les parties les plus claires, peuvent ressortir. Alors pour vérifier que mon ombre n'est pas coupée, voilà ce que je vais faire. Au-dessus de tout, je vais aller créer un calque de réglage de type niveau. Calque, nouveau calque de réglage de type niveau. Je ne vais pas l'écrêter avec le calque du vase. Il va agir sur toute l'image d'en dessous. Et je vais modifier le curseur ici au milieu pour assombrir. Donc ça, c'est un calque de réglage niveau qui est au-dessus de tout. Il n'est pas écrêté, il n'agit pas seulement sur le vase, mais il agit sur tout. Et ça va me permettre d'assombrir tout ce qui est en dessous, y compris l'ombre. Et là, je vois que tout juste, vraiment tout juste, c'est bon.
il est possible, si votre ellipse ici de l'ombre sur le côté est coupée, ça veut dire que vous aurez un problème. Ça va se voir quand vous allez utiliser l'image dans un catalogue. Ok, une fois que vous avez vu ça et que c'est parfait, vous pouvez désactiver le calque niveau ou le supprimer. Ok, donc dans ce cas-là, si je fais un catalogue avec des objets, des ombres comme ça en dessous d'eux, évidemment, je ne fais pas un tracé de détourage détecté par InDesign, un tracé qui sera autour du vase, puisque l'ombre n'apparaîtra pas à ce moment-là. C'est logique, hein. Donc ça, c'est l'image que j'utilise dans InDesign. Voilà, on peut tester si vous voulez. On peut lancer InDesign et voir ce que ça donne dans InDesign quand on importe cette image. Donc, dans InDesign, je crée un nouveau document. Par exemple, un A4 horizontal, c'est vous qui voyez. C'est juste pour tester. Et j'importe, fichier importé, j'importe l'image qui vient de Photoshop. Bien, ça c'est pas la bonne, c'est avec le calque de réglage niveau qui restait. Ceci devrait être la bonne. D'accord? Alors attention, je ne fais pas un clic simplement parce que là, le vase est très très grand. Vous voyez, par rapport à ma page A4 horizontale, la dimension d'image de Photoshop. Donc je n'ai pas le temps de vous expliquer ici pourquoi. C'est surtout dans la formation InDesign qu'on en a déjà parlé en fait. Mais sachez simplement que si vous importez, faites un clic et glisser plutôt qu'un clic simple dans InDesign. Comme ça, vous passez outre de ce problème. C'est typique des images qui viennent du web. Et voilà donc la mise en page. Je peux recadrer si je veux un peu. J'aurais pu le faire dans Photoshop aussi. Avec la flèche noire, si je prends comme ceci, je peux recadrer. Mais attention à ne pas couper les ombres quand même. Hein. Voilà. Bien. Si je mets une couleur derrière le vase, par exemple ici je vais créer un rectangle auquel je vais donner une couleur. Je vais faire passer derrière. Alors, voilà. Donc là, dans ce cas-là, bien entendu, le fond blanc de mon image me gêne. Le fond blanc dans Photoshop, c'était bien tant que je faisais des mises en page sur fond blanc. Si je veux pouvoir positionner mes objets sur d'autres images dans InDesign, oui, parce que je pourrais prendre une image d'un décor dans InDesign et positionner les objets et faire un espèce de photomontage. Ou sur des blocs couleurs, il va falloir dans Photoshop que j'aille. Donc il va falloir que j'aille dans Photoshop pour, dans le photomontage ici, enlever l'œil en face du fond blanc, enlever l'œil en face de tout ce qui se trouve en dessous aussi. Donc j'ai mon vase entouré de transparence, mes ombres sont toujours visibles. Voyons ce qui se passe si je fais fichier enregistré et que dans InDesign, je vais dans la palette lien, menu fenêtre lien, double-cliquer sur le petit panneau d'exclamation, ici le point d'exclamation. Et voilà donc ce que ça donne. Donc c'est pas interdit de faire des catalogues avec des objets qui se mettent avec leurs ombres sur un fond coloré. Pas de problème.
Bien, et donc on pourrait très bien aussi aller prendre un paysage, n'importe quoi, et le mettre dans InDesign à la place de ce fond coloré infographique de InDesign. Donc ça fonctionnerait, je pourrais faire une espèce de photomontage dans InDesign. D'ailleurs, c'est une astuce. Quand on n'arrive pas à faire les photomontages dans Photoshop parce que ça devient tellement lourd et que son ordinateur n'est pas assez puissant, on peut préparer le travail dans Photoshop et assembler dans InDesign. C'est pas interdit. Parce que InDesign travaille avec des images de basse définition. Il ne montre pas les images avec leur pleine résolution. Tant qu'on ne va pas demander dans affichage, performance d'affichage, d'avoir un affichage de qualité supérieure. Donc ça veut dire que pour assembler des objets très précis et en grand nombre, ça peut être plus rapide que Photoshop en fait, d'utiliser InDesign. Bien, donc là, je vais prendre juste pour vous montrer, vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous montre je vous montre ce qu'on pourrait faire dans InDesign. Donc, alors, je ne vais pas utiliser cette image JPEG directement dans InDesign parce que j'ai intérêt à ce qu'elle soit en Photoshop dans InDesign, en PSD, pour pouvoir la contrôler par Photoshop au niveau des couleurs. Donc ce sont des choses qui ont été vues à la formation InDesign. Comment contrôler les couleurs d'une image au départ de Photoshop. Pourquoi utiliser des images en PSD plutôt qu'en JPEG dans InDesign. Voilà, ça je viens de la faire passer dans Photoshop pour l'enregistrer en PSD. Puis dans le cadre ici, je vais, non pas dans le cadre, je vais le supprimer carrément celui-là, je vais importer l'image PSD du désert, voilà, ok, la faire passer derrière, soit par la palette des calques, soit par objet disposition arrière-plan, voilà, et j'ai le vase qui est dans le désert, et c'est réaliste, d'accord? Donc ce sont des choses qu'on peut faire dans InDesign. Des mises en page sympas. Et comme vous le voyez, ce sont donc des images de prévisualisation. Ça veut dire que même si mon ordinateur est pas très puissant, j'arrive à mettre plein de vases, si je veux, sur cette page. Et ça ne va pas ramer. Si à un certain moment je veux visualiser les choses correctement, j'irai dans le menu affichage, performance d'affichage, affichage de qualité supérieure. Et là je vais voir, comme dans Photoshop, avec la qualité Photoshop. Voilà, ça c'est la qualité, comme si je faisais le montage dans Photoshop, ce serait cette qualité-là. Donc l'image du désert visiblement est pas mal compressée au niveau JPEG, il y a des artefacts. On voit des petits carrés. Ça c'est pas dû à InDesign. Ok, donc, mais sachez-le, c'est lent à partir de ce moment-là. Si je demande une performance d'affichage optimale, comme ça, de qualité supérieure, ça devient lent. Il faut vraiment avoir un ordinateur de gamer pour que ça aille vite. Vous savez que les ordinateurs les plus puissants, les PC les plus puissants, on les vend à ceux qui jouent et à ceux qui font de l'infographie de haut vol, principalement en 3D. Donc on parle d'ordinateurs de gamer. C'est-à-dire 32 Go de RAM, des cartes graphiques supplémentaires avec des processeurs sur les cartes graphiques qui sont utilisées par Photoshop. Il y a des cartes graphiques qui peuvent être utilisées par Photoshop pour accélérer les calculs. Donc dans InDesign, ça se ressentira aussi. Le fait que l'image du désert est passée par Photoshop va me permettre d'ajouter par exemple un calque de réglage sur la photo dans Photoshop, aller modifier les choses.
Voilà. Enregistrer. Et dans InDesign, faire une mise à jour via la palette lien, une mise à jour de l'image. Si j'avais utilisé l'image JPEG directement, pas possible de faire ça. D'accord? Parce que l'image JPEG ne peut pas contenir de calque, de réglage. C'est pour ça que j'ai préféré ici, directement dans InDesign, utiliser la version PSD. Ce sont des choses qui ont été vues à la formation InDesign, en fait, ça. Mais on est forcément amené, quand on fait une formation Photoshop, à parler d'autres logiciels, et quand on fait une formation InDesign, à parler d'autres logiciels. Donc puis ça se recouvre. La communication entre les logiciels, ça fait partie de l'apprentissage d'un logiciel.